Bonjour à tous, merci encore d'être présent pour cette huitième émission sur le clivage gauche-droite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de traverser les Alpes et d'aller en Suisse pour recevoir David Lépée. David Lépée, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation d'abord. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vais vous présenter rapidement David Lépée. On va faire comme toujours une série de deux questions, un groupe de deux questions, questionnements sur le clivage gauche-droite. Et on va s'intéresser avant tout à votre parcours, hein, qui va être croqué en fait en quelques descriptions. Puis libre à vous évidemment de corriger si besoin. Alors David Lépée, vous êtes écrivain et critique de cinéma suisse, comme je viens de le préciser. Vous êtes spécialiste de l'histoire du socialisme et du thème de la démocratie directe, donc socialisme qui a rapport avec la gauche par tradition, on va dire, et on y reviendra en longueur dans la seconde partie. Vous êtes un ancien membre de l'égalité et réconciliation, ce qui est aussi intéressant sur la question gauche-droite, on y reviendra. Un ancien militant du parti Solidarité, qui, si je ne me trompe pas, est un parti de la gauche radicale, du moins classé comme parti de gauche radicale en Suisse. Vous avez également créé un mouvement qui s'appelait le mouvement citoyen neuchâtelois, donc de la ville de Neuchâtel, la partie française francophone de la Suisse. Rédacteur en chef de la revue Crisis depuis l'année 2020. Vous collaborez à plusieurs revues et écrivez en tant que chroniqueur aux revues qui s'appellent donc Éléments, Rébellion et Front Populaire. Et pour une bibliographie rapide aussi, donc vous avez écrit en 2017 Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge? Et puis en 2019, un ouvrage beaucoup plus suisse-au-suisse, on va dire, Guillaume Tell, de l'histoire à la légende. Voilà, vraiment une présentation très rapide, donc j'espère qu'elle est correcte. David Épée, s'il y a quelque chose à ajouter ou à corriger, dites-le Oh bah, nous. elle est rapide, néanmoins vous êtes remonté assez loin, presque plus loin que porte ma mémoire, mais non, c'est correct. Bon, très bien. Alors, donc, on peut partir sur les bonnes roues. En fait, on va pouvoir partir là-dessus pour revenir plus tard hein, sur deux, trois détails entre les parties que j'ai expliquées ici, égalité, réconciliation, socialisme. On va avoir le temps de revenir en profondeur sur ces questions qui vous intéressent de près. Donc, comme toujours, hein, je vous expliquerai, j'ai déjà expliqué aux téléspectateurs. Donc, David, nous allons faire ici une première série, un groupe de 15 questions qui sont les mêmes questions pour tous les invités et qui ont rapport à la signification du clivage gauche-droite. Donc, si vous êtes prêt, David, Oui. allez, allons-y. Alors, d'après vous, quelle expression résume le mieux le clivage gauche-droite? Ni fait ni à faire, trois possibilités. Hein. Peut mieux faire ou comment s'en défaire? Euh, J'aurais été tenté de répondre la réponse 1, mais non, parce que ni à faire sans doute, mais ni fait, ben oui, de 1, ça s'est fait, et de 2, il y avait une certaine légitimité à le faire. Donc, quand je dis que ce clivage est obsolète, c'est qu'il ne l'a pas toujours été. Donc, voilà, la question, la réponse 1 s'élimine d'elle-même. Euh, et les 2 et 3 sont complémentaires. On peut on peut mieux faire, on peut même beaucoup mieux faire. Et comment s'en défaire? Eh bien, oui, parce qu'il y a le côté obsolète dont je parlais vient d'un décalage entre la réalité des clivages politiques tels qu'ils sont aujourd'hui et le discours sur ces clivages. Pour prendre une comparaison que j'aime bien, euh, comment dire, dans le langage principalement de deux catégories sociologiques qui sont les politiciens et les journalistes, le recours à ces mots de gauche-droite qui ne correspondent plus à grand-chose dans la société civile, un peu comme les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit et dont certaines sont déjà éteintes, mais on ne le sait pas encore à cause de la vitesse de la lumière, eh bien, ça va un peu moins vite dans le monde des hommes. Néanmoins, les politiciens et les journalistes n'ont pas compris que ces étoiles étaient éteintes et ils continuent de les nommer. Donc, il faut s'en défaire. Peut-être faut-il aussi se défaire des politiciens et des journalistes, mais ça, on ne va pas prendre le problème pour la cause. Hein. D'accord. Oui, c'est une longue tâche. On va passer à la question numéro 2. Alors, une question numéro 2, un peu plus longue. Les téléspectateurs sont habitués à la voir, cette question numéro 2. On va s'intéresser au paysage politique suisse en particulier, puisqu'on a l'occasion de vous avoir sous la main, David. Donc, c'est vraiment l'occasion de parler d'un paysage que les Français connaissent très mal, et moi y compris, moi le premier sûrement. Donc, les partis politiques suivants sont, selon vous, David, de gauche ou de droite, du centre-gauche ou du centre-droit, ou de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, ce qui signifie évidemment que vous avez une certaine, comment dire, une certaine interprétation personnelle du clivage gauche-droite qui s'illustrera à travers ces noms de partis. Le premier parti, il s'appelle le centre. Alors, selon vous.
Où est-ce que vous avez trouvé ce parti? Sur Wikipédia. D'accord, oui, alors ça doit être un de ces partis locaux ou cantonaux, parce que je n'arrive pas à l'identifier, mais bon, ben, on va partir du principe qu'ils ne nous trompent pas sur la marchandise et qu'ils sont effectivement au centre. Mais là, vraiment, je le connais pas celui-là. Mais vous voyez, parce que dans le système fédéral suisse, y a une multiplicité de petits partis régionaux. Il y a des partis liés à des cantons, et il y a des partis carrément, notamment ce qu'on appelle les partis d'entente, qui sont liés aux communes et qui sont passablement apolitiques, donc qui sont tous un peu centristes par défaut, ce sont des partis de gestion. Peut-être que le centre en fait partie, je ne sais pas dans quel coin il se trouve celui-là. On suppose qu'il l'est, en tout cas. Oui, c'est vrai, par définition. Un autre parti peut-être cantonal ou d'entente, les Verts. Bon, ben, les Verts suisses, c'est un peu comme les Verts français. Je dirais que c'est un parti de centre-gauche, disons centre-gauche à peu près sur l'axe économico-social assez proche du Parti socialiste, mais avec une inflexion plus marquée, de plus en plus marquée vers ce que j'appellerais la gauche woke, pour autant qu'elle soit de gauche. Ouais. C'est-à-dire que moi, disons, en tant qu'électeur, en tant que citoyen, j'ai une fibre écologique assez marquée, mais je ne pense pas que je voterai un jour pour les Verts. Enfin, l'écologie est trop sérieuse pour la confier aux Verts, comme disait quelqu'un. Donc, je dirais, voilà, c'est centre-gauche, gauche libérale, gauche bobo, gauche woke, selon voilà. Oui, c'est très proche de la version française. Ah oui, oui, c'est vraiment très proche. Ouais. D'accord, d'accord. Troisième partie, alors, on arrive au canton, justement, la Ligue des Tessinois. Ah, la Lega dei Ticinesi. Alors, bon, bah, les médias le classent à l'extrême droite, comme c'est le cas la plupart du temps, c'est sans doute excessif. Bon, c'est un parti de droite populiste, un peu poujadiste. Il faut bien se rendre compte que dans toutes les régions frontalières de la Suisse, et il y en a beaucoup, hein, il y en a dans les trois régions, enfin dans les trois principales régions linguistiques, donc alémanique, francophone et tessinoise en l'occurrence, les Tessinois ont beaucoup à subir la concurrence frontalière des travailleurs italiens. Donc ce qu'on classe souvent à l'extrême droite de manière abusive dans le paysage politique suisse, ce sont en grande partie des mouvements qui luttent contre la concurrence frontalière, donc qui sont pour, non pas la préférence nationale, parce que ça n'a pas beaucoup de sens en Suisse, mais pour la préférence cantonale. Donc je dirais, ouais, droite populiste. Ouais. Comparable à la Liga italienne? Ah bah, le contexte n'est pas le même. Il peut y avoir des inspirations. Mais disons, eux n'ont jamais eu, je crois, de tendance séparatiste. Mais le Tessin, c'est une très belle région que j'aime beaucoup, mais qui socialement ne va pas très bien. Justement, il y a un taux de chômage élevé et qui s'explique malheureusement en partie par le fait qu'il n'y a plus réellement de frontières économiques à l'endroit de la frontière politique entre Tessin et Italie. Donc c'est plus ou moins en fait la branche ouvrière, on va dire, qui voterait RN en France, dans le nord de la France, c'est Peut-être. plus ou moins pour Voilà, et des encore, arguments quand je vous dis comparables. droite populiste, bon, moi, j'habite pas au Tessin, donc je les vois pas tous les jours. Même le terme de droite, c'est à remettre en question, parce que je ne me Ouais. souviens plus qu'est-ce qu'il en est exactement de leur programme social. Est-ce qu'ils sont plutôt droite populiste ou gauche ou centre-gauche populiste? Je sais plus trop. Mais disons, oui, ce sont des populistes, des protectionnistes, des partisans Voilà, d'une préférence locale, ça c'est sûr. Ouais, ouais. d'accord, ouais. Évidemment, comme toujours, hein, dans ce genre de questionnement, on va supposer que l'on sait déjà ce que droite et gauche signifient, alors même qu'on n'en sait presque Voilà, là, je suis rien, obligé de mais on a répondre besoin de oui, en parlant du spectre tel qu'il est c'est ça, communément admis, notamment par c'est le ça. discours officiel, alors que moi, en fait, ben déjà, je réfute ces principes gauche-droite, donc tout ce que je dis est à prendre avec des guillemets. Oui. Voilà, donc c'est justement l'occasion de cette interview, hein, de revenir sur ces termes-là pour essayer de les définir un peu mieux. Quatrième partie, le parti évangélique. Alors, si c'est celui auquel je pense, parce qu'il y a eu plusieurs moutures, alors c'est un parti qui est quand même, faut pas que je trompe, parce qu'il y a des partis confessionnels protestants qui sont plus ou moins marqués à gauche, plus ou moins marqués à droite. Si c'est celui auquel je pense et qui était notamment présent dans le canton de Vaud, c'est un parti très à droite. Très à droite, droite, droite morale, droite chrétienne, très conservatrice, avec des options géopolitiques assez particulières, puisqu'ils sont très orientés pro-israélienne, ce qui veut dire que personne demande à aucun parti suisse d'avoir un avis sur le conflit israélo-palestinien dans son programme, mais eux, si c'est ceux auxquels je pense, j'ai déjà discuté avec eux sur des stands, oui, alors c'est un parti très à droite, droite sioniste, droite conservatrice.
Vous pensez que c'est lié au contexte de la question des mosquées en Suisse ou contre la Non, 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 construction? non. Rien à Alors voir. évidemment, j'imagine qu'ils étaient favorables à cette Ouais. initiative, mais disons, c'est plus large que ça. Il y a des partis critiques envers l'islam qui ne sont pas forcément engagés sur un plan géopolitique, quoi. Et après, je ne sais plus ce qu'il en est de leur programme économique, mais j'ai quand même remarqué souvent, et c'est valable en Suisse comme dans le reste de l'Europe, que la plupart des partis de droite sionistes étaient souvent les plus libéraux sur le plan économique. Alors, je ne peux pas vous dire le rapport entre les deux, parce qu'a priori, on n'a pas. N'empêche que c'est une coïncidence troublante. Oui, À oui, creuser. on peut dire la même chose du Brésil d'ailleurs, mais ça, c'est une parenthèse qu'on ne Oui, oui, c'est rouvrira vrai. pas aujourd'hui. Mm. Cinquième parti, le Parti libéral radical. Alors, c'est un parti de droite. Voilà, c'est le parti de droite classique en Suisse. Il est né de la fusion de deux vieux partis, donc le Parti libéral et le Parti radical. Alors, le Parti radical, c'est compliqué, il n'existe presque plus. Hein, le Parti radical, c'était un parti qui, dans différents cantons ou différentes républiques de la Suisse, était parfois issu d'une certaine gauche, la gauche révolutionnaire, la gauche des printemps des peuples de 1848. Oui, oui. Ensuite, c'est embourgeoisé, est devenu un peu le parti de l'établissement des notables. Et les libéraux, c'était plus marqué, comme leur nom l'indique, le parti des marchands, des entrepreneurs. La fusion s'est faite au début du XXIe siècle, je crois, de manière assez spontanée, canton par canton. Et aujourd'hui, c'est le parti à la fois des entrepreneurs et de la place financière. Voilà, ce serait Donc, l'équivalent peut-être du RN en France. Non, oui, RN. Non, pardon, je fais un lapsus, du RN, de du LR. LR, LR, oui. Ça s'appelle toujours comme ça, les Républicains, oui. Oui, 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 les Voilà, Républicains, le parti de Sarkozy, oui. Oui, voilà, ce serait les Républicains, l'ancienne UMP, ce genre de choses-là. Ouais. oui. Un peu de droite. Entre LR et UDI peut-être, mais UDI c'est beaucoup plus anonyme aujourd'hui. Hein. C'était la partie vraiment du centre Il y a de eu l'UDI, l'ex-croissance de Giscard. c'était UDI, plutôt UDE, non? c'est l'ex-croissance de l'UDF. UDI. Donc D'accord, Giscard d'accord. d'Estaing. Giscard d'Estaing, alors que LR, c'est l'ex-croissance de Chirac. Bon, mais c'est plus ou moins la droite libérale, comme vous l'avez dit. Oui, mais D'accord. disons, pour prendre des personnalités comme, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy ou François Fillon, s'ils étaient suisses, ils seraient Oui, sans doute au Parti libéral. d'accord. Ouais. D'accord. Sixième parti, alors Parti socialiste. Bon, on y Bon, arrive. voilà, c'est à peu près. Alors, il semblerait, c'est ce que disent certains, moi je ne l'ai jamais remarqué, que le Parti socialiste soit légèrement plus à gauche en Suisse qu'en France. Mais bon, ça reste à peu près la même ligne, c'est-à-dire un centre-gauche, comment dire, très, très, très bourgeois, très bobo, ouais, entre centre et centre-gauche, avec de temps en temps une initiative ou quelque chose d'assez intéressant sur le plan social, mais la plupart du temps, c'est un parti de l'établissement qui a en plus la particularité d'être un peu les derniers mohicans de la partitocratie suisse à souhaiter une adhésion de la Confédération à l'Union européenne, alors que même la droite libérale qui le soutenait à fond il y a 20 ans et quelques est revenu là-dessus. Quoi. Donc malheureusement, c'est le parti européiste, quoi. Ouais, clairement. C'est pas le seul, mais c'est ceux où c'est le plus marqué. Ouais. D'accord. Septième parti, le Parti du travail. Ah, alors là, le Parti du travail, là c'est un vrai parti de gauche, historiquement marxiste-léniniste. Il a différents noms selon les cantons. Par exemple, dans le canton où j'habite, ce n'est pas le Parti du travail, c'est le Parti ouvrier et populaire, mais c'est le même. C'est un parti dans lequel je n'ai pas que des amis, mais dans lequel j'ai des amis et qui m'est assez sympathique parce que même si on n'est pas d'accord avec tout, c'est un parti qui est droit dans ses bottes, qui est assez cohérent, qui en plus dans son recrutement est le plus populaire de tous les partis, je pense. C'est un des derniers partis en Suisse où on a des ouvriers, où on a des petits salariés, et qui met en avant toute chose, la défense des classes populaires et des salariés. C'est voilà, je dirais un parti de gauche sérieux, d'inspiration marxiste. Mais parce Oui, qu'en ça, Suisse, il y a eu un moment où il y a eu un parti communiste jadis. Il y en a encore un petit groupuscule à Genève, le Parti communiste. Mais pendant longtemps, le nom a disparu parce que tout simplement c'était interdit. C'était vraiment, enfin, le terme de communisme était criminalisé et donc les marxistes-léninistes ont dû apparaître sous d'autres vitrines, dont notamment principalement le Parti du travail. D'accord. Parti suivant, alors Solidarité, vous pouvez nous en dire quelque chose puisque vous avez été membre de J'ai été Solidarité. secrétaire cantonal
de ce parti pendant quelques années, mais dans une autre vie il y a fort longtemps. C'est aussi un parti à gauche, très à gauche, trotskiste. Trotskiste dans son histoire. Alors bon, c'est vrai que de toute façon, tout ça n'a plus énormément d'importance. Néanmoins, ça en a quand même parce que ce n'est pas tout à fait la même composition sociologique du Parti du travail. Il est arrivé qu'il y ait des listes communes, qu'il y ait forcément des intérêts communs parce qu'il y a quand même une sensibilité sociale qui est commune. Mais autant le Parti du travail est plus prolétarien, plus populaire, autant Solidarité, ce sera davantage le parti des fonctionnaires, des enseignants, des artistes à sensibilité de gauche, un parti dans lequel certaines idées par exemple comme le féminisme sont beaucoup plus développées. Aujourd'hui, c'est un peu comme les Verts. Je dirais qu'avec le temps, ce n'était pas le cas du tout quand je le fréquentais, mais avec le temps, ils ont évolué un peu dans la direction des Verts, avec un discours écologique qui s'est développé, mais qui s'est développé de manière un petit peu particulière et paradoxale, avec des inflexions très woke. Et je précise une chose, c'est qu'il y a souvent l'extrême gauche, comme elle est quand même pas très, elle est quand même pas très forte en Suisse, se répartit le terrain géographique en fonction de d'où sont les forces vives. Et je vous donne un exemple très anecdotique, mais qui explique pourquoi j'étais dans ce parti-là et pas un autre. C'est que dans le canton de Neuchâtel, où je vis, il y avait une espèce de fracture sociale historique entre le haut du canton, un petit peu la partie jurassienne, qui était historiquement la région des ouvriers horlogers, une région plus pauvre, mais très, très engagée politiquement à travers la vie des syndicats. Et là, le parti du travail, qui s'appelait le Parti ouvrier populaire, était très implanté. Et le bas découlait plutôt comment dire, c'était une zone où l'ancienne aristocratie, la bourgeoisie était plus forte, et l'extrême gauche s'était développée sous une forme un petit peu moins prolétarienne. Et comme de toute façon, d'un côté ou de l'autre, ils étaient très peu, il était convenu que quand quelqu'un s'intéressait aux idées marxistes, socialistes, et ben, si c'était quelqu'un du littoral, comme c'était mon cas, ben, il se tournait vers les trotskistes. Si c'était quelqu'un des montagnes, il se tournait vers les communistes. En réalité, j'ai toujours été beaucoup plus proche des communistes que des trotskistes, et je suis devenu trotskiste par hasard géographique. J'en ai pas honte, mais disons, je préfère me justifier parce que beaucoup de gens qui connaissent mon travail disent oui, mais enfin, on comprend que tu étais marxiste, mais quand même, trotskiste, c'est pas vraiment un choix. Normalement, j'aurais préféré être chez les léninistes, mais il n'y en avait pas, c'était pas ma région. Donc voilà, pour vous expliquer la différence, voilà, Solidarité, c'est trotskiste malheureusement devenu très woke aujourd'hui. Oui. Oui, un peu comme en France avec NPA ou les Verts. Alors, Enfin, on était jumelés avec le NPA qui s'appelait à l'époque la LCR. le Donc LCR. c'était Besançon. Oui, on était des partis frères. Ouais. Oui, d'accord. L'Union démocratique du centre. Voilà, l'Union démocratique du centre, ne pas se fier aux termes. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit du centre. Alors, je ne pense pas non plus, comme le disent les médias, qu'on puisse dire qu'il soit d'extrême droite. Non, c'est un parti de droite, un peu comme le PLR, un petit peu plus musclé. Le programme économique ressemble beaucoup à celui de la droite classique et libérale. C'est un parti d'origine agrarienne, donc c'était aussi la défense, il y a longtemps, c'est plus du tout le cas, de la paysannerie. Aujourd'hui, c'est un parti qui est un peu en symétrie du PS, fait le grand écart inverse. Autant le PS joue à la fois sur la carte socialiste et sur une politique pro-immigré, pro-européiste, et ben, l'UDC, l'Union démocratique du centre, a une vitrine, une propagande qui insiste beaucoup sur la patrie, hein, donc la défense nationale, sur les valeurs, la famille, et en réalité un discours économique qui est là aussi défense des entrepreneurs et de la place financière suisse, ce qui fait que c'est un parti bourgeois. Quand j'emploie ce terme, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une spécificité du langage politique suisse. Il est convenu de dire que les partis de droite sont des partis bourgeois. Eux-mêmes le disent. Parce que voilà, c'est lié à leur histoire. Donc l'Union démocratique du centre est un parti bourgeois. J'ai des amis là aussi, parce qu'il y a aussi des patriotes, des gens Oui. mais néanmoins, j'ai de la peine avec ce double discours parce qu'il y a quelque chose de très hypocrite à vouloir dire, je ne sais pas, la Suisse d'abord et à pratiquer un discours populiste qui parle aux classes populaires tout en tenant une politique économique qui finalement est très libérale. Et moi, le libéralisme à l'intérieur d'un seul pays, j'y crois pas, ça marche jamais parce que le libéralisme porte en lui-même dans son ADN l'absence de limites.
Donc, où on est patriote, où on est libéral, et l'UDC ne veut pas choisir, ce qui fait qu'en réalité, elle est libérale en appuyant sa popularité sur un discours patriotique, parce que c'est un des plus grands partis de Suisse et des plus populaires. Mais il n'est pas populaire à cause de son programme économique, il est populaire parce qu'il est populiste, dans le meilleur sens du terme, si ce n'est que dans leur cas, ce n'est pas toujours le meilleur sens, puisqu'il y a un double discours. Donc voilà, il y a à prendre et à laisser dans ce parti. Donc, on pourrait caractériser l'UDC comme un genre de parti national libéral? Voilà, exactement. Ouais, C'est un oxymore complet, mais c'est ça, c'est un parti national libéral. d'accord. J'essaie toujours de faire des comparaisons avec la France. Il y a pas, alors évidemment, ce n'est pas du tout comparable au RN, qui est plus sérieux de ce point de vue-là. Ce serait comparable, c'est quelque part entre, qu'est-ce qu'on va dire? Le Entre, RPR des années 70. oui, voilà, Ouais. pour prendre des L'appel de exemples. Cochin. L'appel de Cochin de Chirac en 60. Bruno Maigret, vous voyez, Ouais, Bruno Maigret. ouais, ouais. Aujourd'hui, pour prendre des références plus contemporaines, ce serait quelque part entre François Fillon et Henri de Lesquen. Oui, Non, d'accord. mais j'exagère. Alors, Henri de Lesquen, il paraît aller plus loin. Mais en fait, si Henri de Lesquen était suisse, il serait à l'UDC, clairement, bien sûr. D'accord, d'accord. Oui, Parce que donc, dans ça lui-même, on classé, emploie le terme national libéral, d'ailleurs. donc ce sera un parti classé clairement à l'extrême droite en France, Oh, actuellement. alors, ah oui, oui, sans doute. Ouais, Ouais, oui, ouais. après, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est alors de droite, clairement, extrême, je ne sais pas exactement. Mais Ça disons, aura enfin, l'occasion d'y revenir. droite Oui, oui, libérale. c'est sûr que le terme extrême est extrêmement confus ce qu'elle veut dire, donc on aura le temps d'y revenir, mais c'est vrai que le mot extrême Ah, est, historiquement, les partis extrêmes sont des partis extra-parlementaires. Hein. C'est comme ça que ça a commencé avec ouais, la définition d'extrême gauche et ouais, d'extrême droite. Aujourd'hui, bah, ça existe, mais tous les partis dont vous me parlez siègent dans les parlements, donc ils ne sont pas ouais, ouais, extrêmes. ouais, ouais. Avant-dernier parti, alors l'Union démocratique fédérale. Ah, alors c'est celle-là que je confondais peut-être avec le parti évangélique, et du coup, j'ai un doute. S'il y a des gens des partis évangéliques qui m'écoutent, mais je ne sais pas, j'espère ne pas les avoir confondus avec l'UDF, parce que ce sont deux partis confessionnels protestants, ou enfin évangéliques ou protestants en général. Et alors l'UDF est clairement justement très à droite, très Mhm, conservatrice, très mhm. moraliste et très sioniste. Et je me demande si je ne l'ai pas confondu avec l'autre. Je présente mes excuses aux évangéliques du parti du même nom, si c'est le cas. Il est possible que le parti évangélique dont nous parlions avant soit plutôt un parti de centre-gauche. D'accord. Mais j'en ai pas dans ma région et c'est un petit parti, donc je les connais très peu. Il est possible, je reviens sur mes dires, les auditeurs vérifieront, que le parti évangélique soit plutôt un parti chrétien du centre-gauche sur une ligne économico-sociale assez proche du PS, mais avec en plus un discours protestant, quoi. Mais les D'accord. deux partis dont nous parlons sont d'obédience protestante. Mais il y en a un de centre-gauche et un qui est beaucoup plus marqué à droite. En tout cas, l'UDF est très marqué à droite, ça c'est vrai. D'accord. Donc, il y a un genre de parti social-chrétien face à un parti catholique de droite, Non, pas on pourrait dire. catholique, Non plus? Ah, protestant d'accord, aussi. protestant, pardon. C'est vrai, Alors, il y a un c'est vrai, parti c'est vrai. catholique, Ouais. c'est peut-être celui dont vous allez parler maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais confondu. Ah, Et le dernier, alors, le dernier, c'est pas du tout, en fait, un parti catholique, les Verts libéraux. parce que vous en avez oublié un qui est important. Le parti catholique, c'est le Ouais. parti démocrate chrétien et Ah, qui est même majoritaire dans certaines régions, comme le Valais. Enfin, bon, qu'importe. Alors, les Verts libéraux, oui, alors les Verts libéraux, c'est un parti assez récent. Enfin, ça fait 15 ans maintenant, au moins, je pense. Mais quand même, par rapport aux autres, c'est un parti assez récent. Bah, c'est le centre-droite, donc type PLR, mais avec une couche de vert, donc de greenwashing, comme on dit, parce que je crois évidemment pas du tout mhm. à la Ok, je sincérité vois. de leur démarche. En fait, le principe il s'appelait au début, la première mouture du parti, ça s'appelait les verts industriels. C'était un peu moins sexy, verts industriels, ça faisait un peu, je sais pas, steampunk. Mais l'idée des verts industriels, c'est continuons à produire autant et plus en polluant moins, Mhm. grâce au développement durable. En fait, le credo des Verts libéraux, c'est le développement durable, alors que la gauche verte est peut-être plus ouverte aux notions de Décroissance? décroissance. Ouais, Et là, vraiment, il y a deux écoles. Euh, d'accord. Évidemment, ce qui manque, donc oui, il y a deux partis d'obédience écologiste en Suisse. Ce qui manque, ce serait un parti écolo sérieux qui serait peut-être je sais pas, des verts conservateurs, parce que les verts libéraux, comme leur nom l'indique, en fait, sont des verts capitalistes, et les verts tout court, que j'ai situés au centre-gauche sont des verts philosophiquement progressistes. Ouais. Les libéraux ou les progressistes ont ce même problème qu'ils ne saisissent pas la notion de conservation moi, je ne suis pas spécialement conservateur, mais sur le plan de la nature, oui, je le suis, parce que la nature est en danger, il faut conserver ce qui peut l'être encore, il faut défendre, protéger, et ça n'arrivera pas avec plus de capitalisme, ni plus de délire, parce que le problème des Verts, donc des Verts de gauche, c'est que
c'est qu'il en faudrait peu qui virent complètement transhumanistes par rapport à justement, tout leur délire woke. Or, quand on aime la nature, on n'aime pas seulement les glaciers de nos Alpes, on aime aussi la nature humaine. Et ça, c'est ce qui leur fait défaut. Donc, franchement, si je devais être choix entre les Verts et les Verts libéraux, ouais, je choisirais peut-être quand même les Verts, parce que vraiment, je trouve que capitalisme et écologie, alors la contradiction est encore plus grosse, mais disons, les deux sont des tartufferies, quoi. Ouais. Donc voilà, centre-droite, voilà, vers libéraux, pour vous répondre. Ouais. D'accord. Et juste rapidement, donc le parti que j'ai oublié, les partis démocrates chrétiens, n'hésitez pas à donner quelques informations, parce que j'ai oublié de le dire, mais bon, Oui, mais j'imagine que parce qu'il c'est un n'est pas parti présent dans important. tous les cantons, quoi. Ouais. Non, non. Après, en fait, il y en a plein d'autres en réalité. Mais là, vous Oui. avez parlé de partis assez importants. Mais quand vous partez, par exemple, du Parti évangélique ou de l'Union démocratique fédérale, ce sont des partis qui sont que dans quelques cantons, comme la Ligue tessinoise. Ben, le Parti démocrate chrétien, ouais, ils sont un peu partout, mais souvent ils sont très minoritaires, sauf en Valais, qui est un canton roman catholique. Donc, Oui. il n'y en a pas tant que ça. Et là, vraiment, c'est un parti qui est presque hégémonique parce que l'Église occupe une certaine place, mais aussi parce que c'est un parti tenu par un certain nombre de familles et qui est très, très impliqué dans la vie locale. Donc, quand un autre parti, notamment à droite, essaye d'émerger, c'est très compliqué. Quand l'UDC, qui est quand même un des partis suisses les plus importants, a commencé à se développer en Valais, et ben même eux ont eu beaucoup de peine parce que la place était tenue par les catholiques et c'est un parti alors moi qui m'est pas spécialement sympathique mais qui m'amuse parce qu'il fait vraiment partie de la vie locale. C'est quelque chose de très implanté et il se fout bien d'ailleurs de l'image qu'on peut associer à l'Église ou au catholicisme parce que c'est un parti où il y a de nombreux scandales de corruption, de sexe, de choses, de drogue. C'est très drôle. Dès qu'il y a un truc pas très catholique, ça vient des démocrates chrétiens en général. Et du coup, les gens des autres cantons sourient toujours en lisant leurs aventures dans le journal parce que entre les histoires de cocaïne, de prostituées, d'enfants cachés et de corruption, il y a toujours de quoi nous divertir. Ouais, bon, enfin, c'est le propre du parti catholique, c'est d'être plus indulgent que les protestants, par définition. Oui, alors je crois Donc, que les ça reste protestants cohérent. sont un peu plus sages. Ouais. Ça reste cohérent. D'accord. Merci pour ces renseignements, parce que le paysage politique suisse est évidemment quasiment inconnu en France, donc c'est l'occasion de savoir un petit peu plus grâce à vous. La question 3, alors encore une fois, on va faire une liste cette fois-ci de concepts, et pour savoir si vous, David, associez à la gauche ou à la droite les idéologies politiques qui suivent. Alors évidemment, ce sont des questions assez compliquées, donc à vous de voir les réponses. Le nationalisme. Alors c'est plus ou moins en fait tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'évidemment, s'il faut faire une histoire des concepts, on n'en finirait pas. Donc à quoi, pour vous, en fait, renverrait le nationalisme aujourd'hui, à la droite ou à la gauche, ou s'il y a des mouvements? C'est compliqué parce que, comme vous l'avez dit, c'est Ouais. dialectique en fonction des époques. Si je vous dis que je le rattache à la gauche, ça pourrait paraître provocateur, mais malgré tout, je pense que ça transcende le clivage gauche-droite, mais si vraiment il fallait l'associer à quelque chose prenant beaucoup de pincettes et en faisant beaucoup de concessions, pour moi, ce serait quand même plutôt une idée de gauche, ouais. Même si ce n'est Mhm. pas satisfaisant comme réponse, je me rends bien compte. Mais ce serait plutôt une idée de gauche parce que c'est lié à la défense du peuple, du territoire, de la partie la plus enracinée et la plus populaire de l'opinion. Donc voilà, faute de mieux, je le mettrais à gauche. Oui, bien sûr, oui, c'est évidemment dialectique, hein, les idéologies varient par rapport au clivage gauche-droite en fonction des époques, on le sait très bien. Donc, je vous demande simplement en fait, de donner ce que vous considérez vous-même de gauche et de droite aujourd'hui en fonction des aléas, mais ça, c'est évident que la réponse est toujours douteuse, hein. Donc, pareil pour l'écologisme. Bah, oui, là aussi, ça devrait n'être ni l'un ni l'autre. Je pense que je l'associerais plutôt à la gauche parce que l'écologisme devrait remettre en question radicalement toutes les logiques du libre-échange et du productivisme. Alors certes, la gauche n'est pas du tout exempte de ça parce que la gauche est en grande partie libérale aujourd'hui. Néanmoins, traditionnellement, il est plus facile de mener cette critique à gauche qu'à droite. Donc on va dire, voilà, par défaut, l'écologie serait aussi plutôt de gauche. Oui. Le féminisme. Euh, oui, bah de fait, il est quand même majoritairement de gauche. Encore que justement, il y a des variantes. Il y a un féministe de gauche, un féministe de droite. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a un féministe socialiste, un féministe libéral. Euh, oui, plutôt de gauche parce que
Ouais, j'allais le dire, ce serait l'actualisation d'une pensée humaniste, mais la pensée humaniste n'est pas spécifiquement de gauche non plus. Mais bah aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce discours est plutôt porté par la gauche. Mais tantôt, c'est au nom d'un discours de gauche, de reconnaissance de la dignité humaine, de l'égalité, et tantôt, c'est au nom d'un discours individualiste et même ultra-individualiste. Donc libéral, philosophiquement, puisque le Oui. libéralisme est l'extension illimitée des droits individuels. Donc là, c'est difficile à dire, quoi. Disons, alors si on entend par féminisme la défense de la moitié de l'humanité pour la hausser au niveau de l'autre moitié sur un mode horizontal et égalitaire, alors oui, c'est plutôt une idée de gauche. Mais ça peut être autre chose que ça. Oui, évidemment, il y a le pink capitalisme qui a le tort d'absorber toutes les contradictions qui s'opposent au marché, et en particulier le féminisme. Donc, on n'a pas de réponse définitive, évidemment. Non. Il faut des tendances générales. Alors, capitalisme, par contre. Bon, ben, le capitalisme ouais, est plutôt de droite. Néanmoins, il a transcendé les clivages parce que déjà parce qu'une partie de la gauche est libérale dans son programme économique, puis parce que le capitalisme a l'intelligence de comprendre que ce clivage est une frontière qui peut transcender allègrement. Les vrais ennemis du capitalisme sont pas les gens de gauche, non, ce serait plutôt justement le socialisme, peut-être le nationalisme. Oui, oui, le nationalisme, clairement, dans la mesure où c'est une idée de la frontière, de la limite, de la préférence, de la protection. Donc, le capitalisme est plus volontiers incarné à droite par des partis et des personnalités de droite, mais il est évident qu'il transcende. En fait, sans surprise, vous allez vous dire que tout ce que vous me direz, je vous répondrai qu'en fait, ça transcende le clivage. Mais disons, voilà, voilà, on le classe à droite par convention et parce que c'est majoritairement comme ça que ça s'exprime sur le spectre politique actuel. Ouais. La laïcité. Bon, alors historiquement, c'est quand même plutôt à gauche. C'est quand même plutôt à gauche parce que la droite politique s'est construite à un moment donné, notamment dans sa phase la plus conservatrice sur le soutien de l'Église, pendant la plus longue durée du 19e siècle. Or, ça n'a pas commencé comme ça. Il faut quand même rappeler, parce que même si ça peut paraître anecdotique, parce que cette configuration n'a pas duré longtemps, que la gauche et la droite venant de la Révolution française, on ne parlait pas vraiment de laïcité à l'époque de la Révolution, pas en des termes aussi précis. Néanmoins, la gauche montagnarde, représentée dans la société civile par le Club des Jacobins, était, disons, le parti d'une certaine tolérance envers le catholicisme, parce qu'ils avaient des croyances philosophiques dont l'héritage de Jean-Jacques Rousseau, comme le théisme. Robespierre avait inauguré cette fête théiste qui s'appelait la fête de l'être suprême. Et Robespierre disait toujours allez-y mollo dans la répression contre les prêtres réfractaires, ceux qui refusaient de jurer sur la Constitution, qui ne voulaient jurer que sur la Bible, en disant voilà, parfois on a besoin, je ne sais pas, pour des raisons matérielles, quand on veut nationaliser les biens du clergé, quand c'est la guerre, mais arrêtons de massacrer les prêtres inutilement. Contrairement à ce qu'on parle beaucoup de la Vendée à ces jours à partir de ce film-là, les exactions anticléricales extrêmement violentes qu'il y a eu en Vendée ne sont pas des exactions qu'on pourrait lier aux montagnards. D'ailleurs, on peut difficilement les lier à la Convention directement, parce que souvent, disons, les excès viennent des chefs militaires eux-mêmes, les Carrier et autres. Ouais. Et la droite de l'époque, donc les Girondins, étaient beaucoup plus farouchement en lutte contre les prêtres réfractaires. C'était les plus féroces. Donc ça ne veut pas dire que l'un était plus laïque que l'autre, mais ça veut dire qu'il y avait une tolérance religieuse, notamment pour le catholicisme, qui était plus grande à gauche qu'à droite, parce que la droite était voltarienne, et dans la droite girondine, il y avait des gens qui se revendiquaient clairement athées, ce qui était assez novateur pour l'époque et ce qui ne passait pas très bien à gauche. L'athéisme était vu, Robespierre disait l'athéisme, c'est vraiment un vice de classe possédante. Ça, c'est vraiment il disait même un vice d'aristocrate. Nous, le tiers-état, nous, les roturiers, nous sommes des pieux. Donc, mais ensuite, les choses ont fait que la droite s'est construite justement en s'appuyant largement sur l'Église pendant un certain temps, que dans une certaine gauche, il y a eu un mouvement anticlérical à travers l'anarchisme notamment, et ensuite les partisans justement de l'école laïque, etc., etc.
Donc, dans la plupart du temps, mais enfin, le temps du clivage gauche-droite est court, hein, c'est quoi? C'est 2 siècles et demi à peine. Ouais. La laïcité a été majoritairement à gauche, Ouais. la plupart On du temps. reviendra plus tard sur la relation entre gauche et morale, puisque évidemment, quand on regarde Robespierre avait beaucoup plus de respect pour la religion qu'un Voltaire qui parlait de l'infâme, par exemple, qu'il fallait mettre fin à l'infâme. Alors Voilà, qu'on après, reviendra Voltaire, sur on ne cette. peut pas dire que Voltaire soit de droite parce qu'il est antérieur. Néanmoins, on peut dire que Voltaire est un ancêtre de la droite, sans trop Oui, s'amuser. oui, oui. Le populisme. Bon, alors là, franchement, autant j'ai beaucoup simplifié les autres en les tirant plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite. Là, vraiment, on ne peut pas. Là, même en simplifiant, on ne peut pas le ranger d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a autant de populisme de gauche que de droite. Donc, non, vraiment, Oui, vraiment pas. oui, oui. Dans le workshop d'ailleurs qui a eu lieu en décembre 2021, donc il y avait un spécialiste du populisme, Pierre Ostigui, donc un Québécois, qui a bien expliqué qu'en Amérique du Sud en particulier, il y a beaucoup plus de populistes de gauche que de droite, par exemple, comme Chavez, par exemple, ou alors Oui. jusqu'à des populistes du centre qu'on peut trouver en Argentine. Donc c'est Ah oui, vrai que alors ça ça, confirme c'est ce que vous dites. ouais. Ça confirme ce que vous dites, qu'il est quasiment impossible d'associer le populisme à une frange particulière, enfin à une partie du clivage. Oui. Oui. Le conservatisme, autre terme important à vos yeux. Alors, historiquement, le conservatisme a été le plus souvent de droite parce que c'était justement la conservation des structures du monde ancien face à un discours qui pouvait être progressiste ou réformiste ou carrément révolutionnaire. Néanmoins, les libéraux de droite notamment, vont accuser de conservatisme la gauche. Je sais pas, on défile beaucoup en France ces dernières semaines au sujet des retraites. Les libéraux, les libertariens, tous les gens qui, derrière Macron d'ailleurs, souvent sont pour l'austérité budgétaire et ce type de réforme, vont dire que les syndicats sont conservateurs, sont arc-boutés sur leurs privilèges d'un autre temps, leurs acquis. Enfin, on connaît ce discours par cœur, hein, ça fait partie du catéchisme libéral. Et d'ailleurs, ça fait des dizaines d'années que dans la politique française, le terme réforme, sauf exception, c'est quand même souvent des réformes libérales. C'est en gros, l'État essaye de dégraisser le mammouth, donc ça veut bien dire que ceux qui s'opposent aux réformes est conservateur. Donc, historiquement, le conservatisme a été plus souvent de droite parce qu'on imagine lié à la conservation des anciennes institutions, des anciens privilèges, de l'Église ou des anciennes mœurs. Mais à partir du moment où on a des acquis sociaux qui ont été conquis de haute lutte par les syndicats ou par la gauche et que ces acquis sont menacés par des politiques libérales ou, entre guillemets, des politiques de droite, alors la gauche est aussi conservatrice. Donc, je vous réponds pareil un peu à toutes les questions, hein. Mais voilà, je ne peux pas dire plus que ça. Non, justement, c'est l'occasion de revenir, enfin, de revenir un peu sur les clichés, du moins les idées toutes faites que l'on se fait sur les relations entre les idéologies et les clivages gauche-droite. C'est ce que de Nicolas avait dit lors de son propre entretien. Il disait, il se classe lui-même comme un conservateur de gauche. Il se présente comme un conservateur de gauche parce qu'il veut conserver des acquis sociaux. Et on se comprend bien que quand il dit ça, il entend le mot de conservatisme dans un sens qui n'a absolument rien à voir avec la théorie classique d'un conservatisme qu'on associera à Burke, ou du moins à un conservatisme qui est lié à un ordre naturel quasiment, Mais je qui n'a pense absolument rien à voir qu'aujourd'hui, avec de Nicolas. on peut tout à fait, quand les libéraux accusent la CGT d'être conservatrice, ils n'ont pas tout à fait tort. Sauf qu'eux, ils mettent comment dire, une connotation négative. Sous-entendu, vous êtes has-been, vous n'êtes pas dans le sens de Raciste, oui. l'histoire. Mais je pense que sur certains sujets, les syndicats ont raison d'être conservateurs et le terme n'a rien d'infamant. Ouais. Oui, oui. On continue. Alors, le progressisme, par opposition au conservatisme. Ouais, alors historiquement, le progressisme est plutôt de gauche parce qu'il s'est effectué de manière plus intégrale que le progressisme de droite qui s'est limité parfois ou à des questions industrielles, techniques ou économiques, bien sûr, tout en reculant un petit peu sur les questions philosophiques, culturelles, sociétales ou des mœurs. En même temps, la gauche présente le portrait inverse parce qu'ils ont quand même une espèce de petits restes de socialisme qui les fait freiner face à certains progrès prétendus du développement du marché, tout en étant ultra progressiste sur d'autres sujets. C'est le terme peut-être le plus compliqué de cette liste parce qu'on comprend bien l'idée d'innovation, en disant le progressiste, c'est celui qui veut créer quelque chose de nouveau contre le monde ancien, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais le terme de progrès lui-même
est quand même connoté très, très positivement parce qu'il s'inscrit dans une téléologie, c'est-à-dire dans une finalité, un sens de l'histoire. Il y a quelque chose d'un peu messianique, d'un peu religieux presque. Dès lors, celui qui s'oppose au progressisme, à nouveau, est un conservateur dans le pire sens du terme, voire un réactionnaire. Donc, ouais, je dirais qu'il est majoritairement de gauche, mais qu'il ne s'y limite pas. Ouais. Avant-dernier concept, alors le libéralisme. Alors, c'est l'équivalent. C'est drôle. Je répondrai la même chose en écho que, ouais, il a été majoritairement de droite si on entend par libéralisme voilà, l'extension illimitée du marché et la libéralisation voilà, du secteur de l'économie. En réalité, progressisme et libéralisme non seulement fonctionnent en miroir, mais sont la traduction d'un même mot. De plus en plus, j'ai tendance à penser que le progressisme est la traduction sociétale et culturelle, ou philosophique même, du libéralisme, et que le libéralisme est la traduction économique du progressisme. Mais en fait, le terme de libéralisme les englobe les deux, puisque le libéralisme, évidemment, ne se résume pas au capitalisme. Le capitalisme n'est que sa branche économique, mais que c'est aussi une philosophie qui a des aspects tout à fait défendables, d'ailleurs. C'est aussi John Stuart Mill, c'est la défense de la liberté d'expression, des droits individuels face à l'arbitraire de l'État. Tout n'est pas à jeter. Je suis antilibéral, mais pas au sens rabique. Mais ce libéralisme, néanmoins, au bout d'un moment, quand la machine est lancée, ça ne s'arrête pas. C'est un ruban de Möbius, comme disait Jean-Claude Michéa. Donc, c'est à la fois, il a un pan économique et un pan sociétal. Progressisme et libéralisme sont deux idéologies frères. Voilà, on classe le libéralisme plutôt à droite parce que la droite est plus décomplexée sur la partie capitalistique de son programme. Mais finalement, est-ce que les tenants de la laïcité ne sont pas des libéraux à leur manière, puisqu'ils veulent libéraliser le rapport de la société à l'Église et puis, est-ce que les partisans, justement, de l'extension illimitée des droits individuels ne sont pas des libéraux aussi? Oui, sans doute. Donc, voilà, le libéralisme est plutôt marqué à droite, mais comme pour tous les autres, et le clivage est transcendé allègrement. Oui. Et pour compléter votre réponse, évidemment, je renverrai au travail de Michel Kluskar qui avait insisté sur la distinction entre l'ancien capitalisme et le nouveau capitalisme. Le nouveau capitalisme qui complète, enfin, qui combine le libéralisme avec le progressisme, avec son fameux concept de libéral libertaire. Voilà. Mais ça me fait que prouver encore une fois que ces définitions ont besoin d'une dialectique pour être compris dans le temps, enfin dans leur évolution. Oui, non, mais c'est essentiel. La lecture de Kluskar est essentielle. Moi, j'ai défendu longtemps cette notion de libéralisme libertaire. Je ne l'utilise plus parce que le monde change et je pense que j'en suis venu à penser que le libéralisme libertaire, c'est un pléonasme. En fait, c'est le libéralisme intégral. Par libéralisme libertaire, on veut simplement dire un libéralisme qui ne se cantonne pas à l'économie, mais qui est un fait social total, qui englobe tous les aspects de la société. C'est le libéralisme, en fait. C'est le libéralisme intégral, mais c'est vrai que Kluskar l'a bien théorisé. Et dernier concept, alors l'anarchisme. Alors historiquement, il est plutôt de gauche. Puisque c'est Bakounine disait que c'est la rencontre entre le socialisme et l'individualisme. Donc c'est le socialisme pour l'égalité et l'harmonie sociale, mais l'individualisme pour la reconnaissance des éléments qui font cette communauté et qui ne seraient pas aliénés comme ça peut être le cas sous le communisme par exemple. Et en plus, philosophiquement, il y a quand même des idées marquées à gauche, justement, comme l'anticléricalisme, l'anti-autoritarisme, le refus de toute verticalité. Néanmoins, il existe, surtout à partir du XXe siècle, des variantes d'anarchisme qu'on pourrait plutôt classer à droite, que ce soit les libertariens, donc qui eux-mêmes se disent anarcho-capitalistes. En littérature, alors là c'est moins précis sur le plan idéologique, mais en littérature et dans les arts, il y a une posture anarchiste de droite qui est liée à certains auteurs. Et par ailleurs, tout le mouvement survivaliste se clash volontiers aussi du côté de l'anarchie, mais avec quand même une sensibilité plutôt de droite, puisque c'est un peu quand même la loi de la jungle, le choix du clan plutôt que celui de l'État, de la nation ou du peuple. Donc, historiquement à gauche, mais transposable sous de nombreuses variantes à droite.
Alors, je préciserais sur anarchisme de droite qu'il y a une grande distinction à faire entre ce qu'on appelle en littérature ou au cinéma les anards de droite, de type Audiard, par exemple, ou les Voilà, hussards de la République, les hussards noirs, pardon, les hussards, ouais. comme Taillandier ou Besson, et qu'on oppose complètement ce qu'on appelle les anarcho-capitalistes. Vous êtes d'accord, hein, c'est qu'il y a une grande différence entre les deux. C'est que Oui, quand on après, parle d'anarcho-capitalisme, Ayn c'est un Rand, mouvement littéraire, ouais, donc c'est difficile de leur demander une rigueur doctrinale oui, comme bien pourrait sûr. l'avoir un mouvement politique, quoi. C'est un peu dans le côté anarchiste de droite. Alors c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, on a des jeunes auteurs qui se veulent anarchistes de droite parce qu'ils ont quelques accents céliniens. Là, on est plus dans le domaine de la posture et de l'esthétique. C'est voilà, Oui. en gros, anarchiste de droite, ce sera quelqu'un qui est provocateur, qui a un franc-parler populaire, mais en même temps une posture aristocratique et un peu misanthrope. Ouais, c'est pas très sérieux, mais Mm, ce serait un petit peu ça, l'image qu'on mm, associe à mm. l'anarchiste de droite. Hein. Oui, d'accord. On va continuer. Alors, question numéro 4. Maintenant des questions plus rapides, je pense. Que signifie l'expression ni gauche ni droite selon vous? Une troisième voie qui sera indépendante de la gauche et de la droite à la fois, en partie de gauche, en partie de droite, ce qu'on appelle plus ou moins en fait un grand centre, un centre mou, le Marais, le Duverger, un mouvement apolitique, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Hmm. Alors, euh, alors, bon, oui, alors moi, clairement, c'est la première réponse. Je vais quand même brièvement commenter les autres, mais je pense qu'effectivement, ni gauche ni droite, c'est transcender ce vieux clivage, ce qui ne veut pas dire que tous les clivages ont disparu, il y en a d'autres qui sont toujours là, des nouveaux même, mais il s'agit de sortir de cette ornière. Le mi-moitié gauche, moitié droite, ça fait un peu, bon, d'un côté, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que pour moi, je ne sais pas, quelqu'un comme Macron, il a ce côté où il va picorer Ah dans la oui. gauche et dans la droite, mais dialectiquement, il n'a pas tout à fait tort. Alors évidemment, ça crée un programme que je trouve détestable, mais dans ce programme détestable, il y a une certaine cohérence, celle du libéralisme intégral. Oui. En mélangeant les deux, il arrive à quelque chose, le programme d'En Marche, aussi opportuniste soit-il, même dans son épure, dans son opportunisme, à quelque chose de philosophiquement plus cohérent que le programme du PS ou des Républicains. Donc, Mhm. c'est pas tout à fait faux. Et celui ou celle qui lui répondrait en lui tendant le miroir inverse et en faisant un programme complètement symétrique serait tout aussi cohérent et aurait sans doute quelque chose d'intéressant à proposer. Alors, apolitique, bah, c'est difficile parce qu'évidemment, quand les gens vous disent ah, moi je suis ni de gauche ni de droite, parfois il y a ce côté un peu je ne m'en mêle pas, je ne veux pas me mouiller. Bon, Oui. c'est libre à eux. C'est notamment le thème dont on parle beaucoup, c'est le temps de la sécession, des gens qui sont tellement dégoûtés, qui se retirent dans la campagne. Enfin, accessoirement, c'est ce que j'ai fait, mais pas pour des raisons politiques, ou qui disent je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Puis quelque part, finalement, euh, les, les survivalistes sont un petit peu de ce côté-là, puisqu'ils fuient la cité, la politique. Néanmoins, c'est souvent un petit peu, on ne veut même pas en entendre parler, on ne veut même pas faire le détail, mais comme le dit le vieil adage, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. D'extrême gauche, bah non, certainement pas. D'extrême droite non plus. Cette dernière question me fait un peu grincer des dents parce qu'il y a cette mauvaise habitude, mais qui est souvent un effet, à mon avis, voilà, d'une certaine propagande de gauche, où quand on dit aux gens je ne suis ni de gauche ni de droite, on va dire ah oui, mais ça veut dire que tu es d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'il serait honteux d'être d'extrême droite. Donc, comme on ne veut pas l'être et que l'extrême droite n'est en général pas spécialement libérale économiquement, ça lui donnerait un prétexte pour s'extraire du clivage en disant bah voilà, les gens d'extrême gauche pourraient faire la même chose, seulement ils ne le font pas parce qu'ils assument mieux cette étiquette. Bon, euh, ces deux étiquettes, de toute façon, qui me sont étrangères, j'aimerais que les gens les assument ou les contestent. Mais quand quelqu'un dit je suis ni de gauche ni de droite, ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs, on devrait partir du principe, avant de vouloir carrément le traiter de menteur, on devrait partir du principe, lui donner le crédit d'une certaine bonne foi. Il y a un livre intéressant du professeur de philosophie André Perrin qui disait on devrait lire les gens avec bonne foi, les adversaires politiques avec bonne foi. Alors ensuite, on peut pointer des contradictions dans leur discours, mais quand quelqu'un se présente en disant je suis ceci, je suis cela, bah, tant qu'on n'a pas pu démontrer le contraire, on peut penser que. Enfin, quelqu'un qui dit je suis de gauche ou de droite, je trouve très bête, parce que je n'y crois pas, mais je ne vois pas pourquoi je lui ferais moins confiance que l'étiquette que va lui mettre un journaliste et qui sera sans doute malveillante. Donc je préfère que Oui. les gens s'étiquettent eux-mêmes, on part sur des bases un peu plus saines. Donc Oui. voilà, réponse A pour moi.
Oui, en France, il y avait le philosophe Alain, par exemple, qui avait pris le parti du parti pris, entre guillemets, en disant que celui qui dit qu'il n'est pas de droite, ni de gauche ni de droite, en général, sera plus souvent de droite. C'est ce que Alain avait dit Oui, lui-même, c'est hein, vrai, elle le disait. Ouais. Bah, je dans un trouve ça texte des bête. années 30. Ouais. Je sais pas ce que, ouais, C'est non, je crois que ce soit le cas. c'est un manque de charité, oui, dans la lecture, dans l'interprétation de la personne, c'est vrai. C'est vrai. Non, puis ça sous-entend qu'il est honteux d'être de droite. Alors moi, voilà, j'ai pas beaucoup de sympathie pour la droite, mais ce n'est pas honteux. Je veux dire, chacun, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un démocrate, donc, mais seulement il faut pouvoir l'assumer et ensuite développer voilà, une doctrine qui soit cohérente avec ça. Mais partir du principe que les gens avancent masqués, parce que ça, on m'a souvent fait le coup. On peut écrire 20 articles qui disent la même chose, on va avoir un contradicteur toujours qui va dire oui, mais vous dites ça parce que vous pensez le contraire. Alors déjà, bon, moi je ne suis pas politicien, donc c'est bizarre, mais en tant qu'auteur, pourquoi je passerais ma vie à écrire une chose que je ne pense pas alors que je pense le contraire? Quel est le bénéfice que j'en tire? Je ferais mieux de m'afficher directement, parce que si je pense une chose que je ne dis pas, je vais avoir aucune influence sur la société. Donc non, Oui. partons du principe que les gens, a fortiori les gens qui ont fait profession d'écrire, pensent sincèrement ce qu'ils écrivent. Après, on peut dire vous avez tort, vous êtes incohérent, mais dire vous êtes un menteur, a priori, c'est pas correct. Oui, c'est le procès d'intention qui est très en vogue aujourd'hui dans les journaux et sur les réseaux sociaux. On a Oui, tendance à mais c'est bannir drôle parce par que je parle d'un la certain réduction. puritanisme, lui qui est plutôt de Oui, gauche, en disant oui, mais de toute oui. façon, vos idées sont tellement honteuses que vous n'oserez jamais les assumer. Non, mais il n'y a pas de problème, moi je les assume, quoi. D'accord. Question suivante. Alors, que signifie l'expression de gauche et de droite selon vous? On a déjà eu un aperçu de votre réponse, je pense. La nouvelle gauche ou troisième voie de Anthony Giddens, celui Oui, qui avait inspiré Tony Blair. ouais, bien sûr. Rien parce que c'est une contradiction dans les termes. Une position non démocratique ou alors ce qui serait une idéologie totalisante. Je précise sans précision. Partiellement de gauche et de droite, ce qui sera encore une fois donc le grand centre ou le marais de Duverger. Ou un discours démagogique. Bon, bah, un discours démagogique, ça a pu être le cas avec certains, justement avec le mouvement En Marche, c'est-à-dire on veut ratisser large. Bon, bah, ça Oui. va pas très loin, ça c'est possible. J'exclus tout de suite la réponse 2. Rien, c'est une contradiction dans les termes, parce que je pense au contraire que non, les gens qui vont piocher à gauche et à droite cherchent à résoudre les contradictions, ce qui est quand même tout à leur honneur. La contradiction dans les termes, c'est les mots tout court, c'est gauche. Gauche est une contradiction dans les termes. Droite est une contradiction dans les termes, parce que ça recouvre une doctrine qui est traversée d'incohérences internes, qui s'exclut l'une l'autre. Il est impossible aujourd'hui d'être de gauche. Il est impossible aujourd'hui d'être de droite. Par contre, celui, comme vous dites, qui dit de gauche et de droite, je demande à voir. Là, je me dis, bon, il y a peut-être, je vais peut-être sûrement pas être d'accord, mais il y a peut-être un espoir de cohérence. Donc non, dire que c'est contradictoire, là, c'est vraiment un argument conservateur dans le pire sens du terme de gens qui n'ont pas compris que les lignes avaient bougé. Bon, une proposition non démocratique totalisante, bah, c'est possible, mais je ne sais pas propre à ça, ça peut être non, pas forcément, donc c'est un peu hors sujet. Le grand centre peut-être. Bah, la nouvelle gauche, oui, la nouvelle gauche avait ce côté-là, c'est vrai, dans la mesure où le blairisme, c'est oui, on va rester sur des positions à prétention humaniste avec un certain progressisme, et voire un certain égalitarisme dans les termes, mais on veut en même temps réhabiliter le marché, arrêter de taper sur les patrons et réconcilier justement cette gauche parlementaire et bourgeoise avec les forces du capital. Donc oui, il y a un côté de gauche et de droite qui est détestable, mais qui n'est pas incohérent, parce que c'est des gens qui ont bien compris ce qu'était le libéralisme. Mhm. Donc, je dirais, bon, parce que ouais, la réponse 1, c'est une question vraiment précise, c'est une réponse précise, c'est une réponse, un exemple historique. Alors oui, cet exemple historique correspond, et peut-être l'avant-dernière, voilà, le grand centre. Oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Ouais. Mhm. D'accord. Question 6. Ce qui est à gauche ou à droite, de la droite ou de la gauche. C'est-à-dire ce qui est à gauche de la droite ou Ouais, ce qui est à droite de la gauche. Alors là, on joue avec les ouais. topologies. Hein. C'est de centre-gauche, de gauche, de centre-droit, de droite, ou ça dépend. Il faut que je relise la question, parce que là, Oui, c'est vraiment. question normande. Alors, vous voulez dire. J'ai pas compris la question en fait. Qu'est-ce que Ce c'est qui que ça? est à gauche de la droite, qu'est-ce que Oui. c'est? Ce qui est à droite de la gauche, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir ces positions relatives, on va dire? Ah, euh, bah, oui, bah, c'est vrai que chaque parti, surtout les partis les plus grands, bah, ont un spectre plus large parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, il y a je sais pas, le PS qui est quand même, ouais, quoi que non, il y a 10 ans, j'aurais dit que le PS c'est un grand parti, mais on voit en France maintenant, il est ramené à la portion congrue, donc non, c'est pas un bon exemple. Mais disons,
Bah oui, les Républicains restent assez grands et j'imagine qu'il y a une aile gauche des Républicains, une aile plus à droite. Au RN, on voit qu'il y a aussi, notamment entre les régions du Nord et du Sud, qu'il y a un clivage qu'on retrouve. D'ailleurs, on retrouve ça dans de nombreux pays d'ailleurs, ces clivages géographiques. Donc oui, mais ouais, je dirais que ça dépend. Souvent d'ailleurs, là, le clivage qui revient à l'intérieur des partis est intéressant parce que souvent c'est un clivage socio-économique. On va dire que l'aile droite d'un parti est l'aile qui est la plus compatible avec le marché et le discours capitaliste, et que l'aile gauche est une aile qui est plus sensible à la question de la redistribution et de la justice sociale. Je pense à un exemple parce qu'en fait, plus le parti est grand, et plus il devrait y avoir de variantes et de sensibilités internes. Et moi, un des partis les plus grands que je connais, même s'il s'inscrit dans un pays qui n'est pas spécialement démocratique, c'est le Parti communiste chinois. Et le Parti communiste chinois, je peux vous dire, bon, c'est un parti quasiment hégémonique, hein, sauf exception. Enfin, c'est pas vrai, il y a des petits partis, mais c'est un petit peu du folklore. Le Parti communiste chinois, à l'époque où je vivais en Chine, il y a presque 15 ans, il y avait 70 millions de membres, maintenant il y en a plus. Et ben, je peux vous dire qu'il y a vraiment clairement une aile droite et une aile gauche et qu'elles sont très différentes. Hein, malgré l'autoritarisme du centre, notamment aujourd'hui avec la ligne Xi Jinping, il y a une droite, celle de l'ancien président Jiang Zemin, celle des réformes, la radicalisation des réformes de Deng Xiaoping, qui est très libérale, et il y a une gauche qui est à la fois la plus socialiste et la plus nationaliste. En fait, ce qu'on appelle, d'ailleurs, le terme de nouvelle gauche existe aussi. Alors, c'est pas du tout la nouvelle gauche britannique de Tony Blair, mais la nouvelle gauche au sein du Parti communiste chinois est elle la plus populiste, la plus marxiste et la plus nationaliste du parti. Et ça, elle est très très différente des hommes d'affaires de l'aile droite du parti qui veulent l'ouverture à l'Occident, etc. Donc oui, réponse, ça dépend bien sûr. Donc, vous voulez dire qu'il y a plus ou moins en fait une explication sociologique des ailes. Enfin, le Parti communiste de gauche serait plutôt paysan ou par opposition à l'aile droite qui serait Ah Shanghai non, ou... pas forcément paysan, parce que ça c'est encore autre chose, c'est géographiquement. Non, il y a beaucoup Ouais, d'intellectuels des villes dans oui. l'aile gauche, donc c'est pas forcément des paysans, mais c'est des gens qui sont peut-être sensibles aux revendications des paysans. Oui, ça c'est autre chose. Mais, Ouais. c'est d'ailleurs, des fois, il est plus intéressant d'étudier les lignes de fracture au sein des partis que sur le spectre politique, parce que le spectre politique de la partitocratie, ben justement, c'est cette étoile mourante dont on Ouais. voit toujours la lumière alors qu'elle a déjà disparu, alors qu'à l'intérieur des partis, on va avoir des lignes de fracture qui correspondent davantage au clivage du temps, et notamment le clivage entre libéralisme économique et antilibéralisme, ou alors entre souverainisme et mondialisme, ou alors, troisième clivage, à mon avis, il y en a trois spécialement grands, entre démocratie ou populisme et autoritarisme ou oligarchie. Là, on retrouve, et ça, ce sont des clivages très sérieux. Là, et ils ne sont pas du tout dépassés. Ils le sont peut-être un jour, mais actuellement, ils sont au cœur du débat, bien plus que le clivage gauche-droite, qui est vraiment un truc qui remonte à on va dire, à la première partie du XXe siècle, quoi. Mhm. D'accord. Question 7. Que connote le mot extrême, politiquement parlant? On y arrive. Donc, à ce mot extrême qu'on n'a pas encore abordé sérieusement. Dangereux, irrationnel, radical, sans compromis ou pur? Alors, comme je vous l'ai dit, historiquement, il signifie encore autre chose, c'est extra-parlementaire, aucun jugement de valeur. Je veux dire, même un parti centriste aurait pu être extra-parlementaire, si ça se trouve, ça n'a pas été le cas. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, les mouvements socialistes, dans lesquels j'inclus aussi les communistes et les anarchistes en France, ont été extrêmes avant d'être d'extrême gauche. Ils étaient extra-parlementaires et ensuite on leur a collé une étiquette, la gauche, qui était complètement inappropriée, tout simplement parce que la gauche, tout comme la droite, était une étiquette qu'on donnait à l'intérieur de l'hémicycle. Si vous êtes hors de l'hémicycle, comment pouvez-vous être à gauche ou à droite? Bon, ça c'est pour l'historique. Aujourd'hui, évidemment, quand les médias, parce que c'est toujours les médias hein, qui ont cette typologie, quand les médias parlent d'extrême gauche ou d'extrême droite, je pense qu'ils veulent dire radical. Les gens dans ces partis, s'ils sont assez malins pour répondront que oui, radical au sens des racines. Et c'est vrai finalement. Peut-être que les gens d'extrême gauche et d'extrême droite vont dire nous sommes radicalement de gauche ou de droite, ça veut dire que nous revenons aux racines, nous ne faisons pas de compromis. Donc ce serait radical, pas dans le sens extrême, mais dans le sens cohérent, intégral, on va dire. Voilà, la gauche intégrale, la droite intégrale. Et ça se traduit dans le jugement qu'on peut avoir sur eux ou dans les faits, souvent par un certain purisme, une absence de compromission, sous-entendu, de part et d'autre. De part et d'autre, ils ne se compromettent pas avec ouais, en gros, avec les institutions, avec la bourgeoisie, quand même, il faut le dire. Dangereux, ce sera un jugement de valeur aussi.
Je ne saurais pas vous dire. Ben, disons, dans les faits, ce sont des gens qui font moins de compromis. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, hein, mais disons, ce sont des gens qui sont plus fidèles à leur ligne et qui mettent moins d'eau dans leur vin. Ouais, c'est comme ça qu'on est. Et je pense qu'eux-mêmes accepteraient cette définition d'ailleurs. La question 8. Que connote le mot centre de l'équipe on parle? Après les extrêmes, donc les centres. Modéré, rationnel, hésitant, qui admet les compromis, ou lâche. Alors lâche avec un accès circonflexe, c'est-à-dire en fait large, hein, au sens, pas du vice moral. Pas du Pas du vice moral. Lâche avec un accès circonflexe, donc lâche large, c'est-à-dire pour définir. Ah, d'accord, ouais, vous faites bien de préciser. Je l'aurais pensé autrement. Bon, alors modéré, certainement pas, parce que. Ouf, ouais, enfin, oui, modéré sur un axe, oui, mais disons. Voilà, je vais de nouveau citer Robespierre. Le modérantisme est à la modération ce que l'impuissance est à la chasteté. Donc, est-ce que modéré est à prendre dans le sens de modération ou modérantisme? Ça se discute. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Rationnel, certainement pas. Ça, c'est les plus grosses arnaques. Le fait de dire, alors nous sommes dégagés des passions de la raison. Et nous cherchons l'intérêt commun. Je ne vois pas pourquoi le centre serait plus sensible ou bien commun que le reste. Hésitant, ouais, peut-être parfois. Il y a certaines formes de centre qui sont hésitantes, mais pas toutes. Hein. Il y en a qui ont une ligne sûre. Admet les compromis, oui, peut-être que c'est la meilleure définition. C'est-à-dire que autant on a dit que les extrêmes refusaient les compromis, mettaient pas d'eau dans leur vin, étaient assez intègres ou butés selon le jugement positif ou négatif qu'on veut admettre sur eux. Autant le centre admet les compromis, ce qui peut être à la fois, selon qui parle, une qualité ou un défaut, parce qu'on peut dire, ouais, ce sont des qualités, ce sont des pragmatiques, ça ne vous l'est pas mis, mais ce sont des pragmatiques, c'est-à-dire ils savent être souples, hein, c'est le chêne et le roseau, on va dire le centre serait le roseau, les extrêmes seraient le chêne qui brille sous le vent. Ça peut aussi vouloir dire, ce sont des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui sont des courtisans, et qui donc sont peut-être lâches, alors là, au sens moral. Moi, je dirais que admet les compromis, j'aime bien cette réponse parce que selon comment on le voit, ça peut être à la fois une vertu ou un vice. Ouais. Si on entend compromis ou compromission. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Question numéro 9. Alors, une citation. José Ortega y Gasset a dit la chose suivante, très fameuse, à propos du clivage gauche-droite. Il l'a dit dans La révolte des masses. Être de gauche ou être de droite, c'est choisir une des innombrables manières qui s'offrent à l'homme d'être un imbécile. Toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale. Alors, comment devrait-on comprendre cette affirmation selon vous? Que l'on devrait être de gauche et de droite à la fois, pour ne pas être un imbécile, qu'on ne peut pas échapper au clivage gauche-droite, il faut être de gauche ou de droite, donc nous sommes tous des imbéciles, que le clivage gauche-droite n'a pas de sens, que cette citation est simplement l'expression d'une provocation rhétorique de la part de son auteur, ou alors que vous ne comprenez pas vraiment ce que cette citation veut dire. Alors moi, c'est une citation que j'aime beaucoup et que je cite souvent. Donc, alors, je prends cette citation en soi pour ce qu'elle dit et je ne veux pas préjuger de ce que pense l'auteur, que je connais finalement assez peu sur ce plan-là. Donc, je ne pense pas que ce soit qu'une provocation. Non, il est au-delà de la provocation. Oui, je comprends ce que cela veut dire, du moins je le pense. Alors, évidemment, la pire réponse, la plus inappropriée, c'est la 2. On ne peut échapper au clivage, donc tous sont idiots. Non. Quand on dit que c'est une forme d'hémiplégie morale, ça ne veut pas dire qu'on sera moins idiot en étant de gauche et de droite, ça veut dire qu'on le sera complètement. L'hémiplégie, c'est au moins ça divise par 2. L'imbécilité complète, c'est de gauche et de droite. Donc, littéralement, quand on lit bien la citation, ce serait plutôt la réponse A, mais moi, je l'entends plutôt comme une illustration de la réponse C, la troisième, quoi. Le clivage gauche-droite n'a pas de sens, mais en fait, ce n'est pas forcément contradictoire. Mais ce qui veut dire peut-être, si on simplifie de manière un petit peu benoîte comme ça, c'est qu'il y a de bonnes idées à gauche et à droite, il ne faut pas les opposer, faut trier le bon grain de livret et faire une synthèse. Ou alors, il faut complètement sortir de ce clivage. Mais c'est la même chose, parce qu'en fait, on peut sortir du clivage, mais les réalités dont parle ce clivage sont toujours là. Il y a une question sociale, il y a une question
identitaire, il y a une question de souveraineté populaire, etc., etc. Donc ça, on retire les enveloppes, il reste le contenu. Donc, disons, moi je réponds réponse C parce que c'est ma ligne, mais je comprends qu'on puisse aussi dire réponse A parce que c'est vrai aussi, quoi. Mais les autres, non. D'accord. Question 10, autre citation d'un autre personnage. Gilles Deleuze a dit, être dans l'abécédaire, je crois, être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. Qu'en pensez-vous? Non, alors je pense pas que. Je pense que c'est pas de très bonne foi et c'est un peu exclusif. Hmm. Oui, contextuel. Bah, ouais, disons que oui, bah, il y a un idéal de gauche qui est l'idéal internationaliste, l'idéal du genre humain. Mais ça, alors évidemment, quand on dit idéal internationaliste, on pense au marxiste, mais c'est même avant. À la Révolution française, il y a certaines personnalités de gauche, je pense à un soutien anglais, j'ai un doute, anglais ou prussien, non, j'ai un doute, enfin étranger en tout cas, de la Révolution française, qui était Anacharsis Clootz, qui disait qu'il s'honorait de porter le titre de citoyen du genre humain. C'était presque le premier altermondialiste. Et ça, ça c'est dérivé d'une idée humaniste qui est antérieure à la gauche, mais que la gauche a fait sienne, c'est le fait de dire, indépendamment de nos différences raciales, nationales, confessionnelles, eh bien, nous avons une commune dignité, une commune valeur ontologique qui est celle d'être humain. Certains, à gauche, souvent, iront plus loin en disant que cette valeur commune va au-delà des frontières de l'espèce, mais ce sont les êtres vivants. Donc, on aura les antispécistes, etc. Ça se discute, mais disons, philosophiquement, c'est dans la même matrice. Alors qu'à droite, on va avoir des gens comme, je crois que c'était De Maistre, qui disait j'ai déjà rencontré des Hollandais, des Français, des Allemands. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'il est possible d'être persan. Néanmoins, l'homme avec un grand H, je ne l'ai rencontré jamais, je ne l'ai jamais rencontré, et je ne pense qu'il n'existe pas. Il ne dénie pas, attention, parce que contrairement à ce que vont dire des esprits mal intentionnés, il ne dénie pas aux autres, aux étrangers, le statut d'humain. Il dit simplement comment dire, que c'est irréductible, que ces qualités nationales ou populaires ou ethniques sont irréductibles et que même en admettant que nous soyons égaux, nous sommes trop différents pour parler d'un genre humain. Donc là, les exemples que j'ai donnés, alors c'est clairement, ça valide la thèse de Deleuze. Néanmoins, voilà, c'est vrai que ce qui l'illustrerait de manière caricaturale, ce serait peut-être à nouveau les survivalistes, puisque les survivalistes, alors eux, ont dépassé par le bas le degré de la nation. Eux, ils vont dire, ça commence par ma famille, mon clan, mon ranch, ensuite éventuellement mon bled, la nation, et puis mais le reste après, ils n'en ont plus grand-chose à faire, quoi. Je veux dire, après le reste c'est du détail, alors que la caricature inverse à gauche, ce serait le fait de dire nous sommes, nous sommes tous frères humains, et ce qui philosophiquement n'est pas faux d'ailleurs, mais ils en auraient des déductions politiques, qui est le fait de dire par exemple qu'il ne doit exister aucune discrimination, aucune différence, aucune préférence, et que les frontières n'ont pas de sens, ce qui n'a pas toujours été le cas à gauche, il faut le dire, mais ce qui est, disons, à mon avis, la grande dérive de la gauche. Je pense qu'on peut tout à fait être humaniste, et moi j'essaye de m'inscrire dans cette tradition humaniste, tout en reconnaissant que sur le plan pratique, déjà sur le plan pratique, donc sur le plan politique, il est normal de faire des discriminations. Discriminer, c'est protéger, c'est préférer, c'est choisir. Et quand on applique, je ne sais pas, une politique économique de préférence nationale ou locale à l'embauche, on ne dénie pas aux concurrents étrangers sa nature humaine. Quand on dit, je ne sais pas, je suis suisse, je suis patron d'une PME, je préfère engager un travailleur suisse, je ne dis pas que le français qui postule n'appartient pas au genre humain. Je dis juste que pour des raisons économico-politiques, j'accorde une préférence parce que je protège un marché et une population. Voilà. Donc c'est pas du tout un problème. J'espère que, enfin, je pense pas que nous soyons tous humanistes, mais je pense que nous sommes nombreux à l'être, autant à gauche qu'à droite, et que ce n'est pas exclusif. Ce qui me pose davantage problème à droite, mais c'est très minoritaire, ce serait carrément le racisme essentialiste, quoi, qui dit nous ne sommes pas seulement différents, nous sommes supérieurs, et ça,
eh ben, ça amène à dénier aux autres leurs conditions d'humain avec toutes les conséquences morales que ça peut avoir dans la destruction, dans la guerre, dans la haine, dans le fait de finalement, parce que ce qui fait qu'on écrase plus facilement une mouche à tort ou à raison, qu'on assassine un être humain, c'est parce qu'on fait une différence endologique, qu'on fait une différence de valeur. Si on ne la fait plus, alors tout est à craindre. Et le vice contraire à gauche, un peu différent, mais disons ce serait le vice opposé, c'est que du fait de cet universalisme, on ne fasse plus de distinction. Et comme on est les seuls à penser comme ça, c'est-à-dire en gros cette gauche blanche occidentale, et qu'en face, eh ben, il y a des appartenances collectives et communautaires plus enracinées, ben, ça ne marche jamais. C'est comme c'est comme le Christ qui tend la joue gauche quand on lui frappe la droite. Ben, malheureusement, la plupart des gens vont continuer à lui envoyer des baffes, quoi. C'est comme ça. Donc, bon, ben, ça, c'est le propre d'un certain idéalisme, irénisme de gauche qui ont l'impression que le monde est rempli de bons chrétiens laïcisés qui vont faire preuve de cette même ouverture, alors que souvent, ben, quand on tend la main, on vous prend le bras. Donc là, je vais tenir un discours très centriste et très modéré en visant le juste milieu aristotélicien, mais je pense qu'il faut maintenir à tout prix cette tradition humaniste qui est menacée à la fois par les extrémistes, notamment de droite, mais aussi par le wokisme, tout en restant enraciné et en donnant la préférence aux siens de manière civile et courtoise, bien sûr. Oui, il y a sûrement un travail à faire, un gros travail à faire de réflexion là-dessus, sur la confusion qu'on ferait aujourd'hui quasiment entre Kant et cet irénisme gauchiste qu'on imagine, où l'absence de frontières garantirait la paix universelle. Et considérer que Kant, c'est l'équivalent d'un Jacques Attali, quasiment, en disant que si on ouvre les frontières, avec le doux commerce, on va rendre la vie bien heureuse pour tous. Il y a évidemment une fraude intellectuelle qui, à mon avis, doit être travaillée là-dessus, parce que beaucoup de philosophes confondent encore aujourd'hui Kant avec sa fameuse histoire du point de vue universel, du point de vue cosmopolitique, voilà, quasiment en fait un traité en faveur du libre marché, ce qui est une fraude. Enfin, bien sûr. Après, le contexte dans lequel il écrivait était aussi un petit peu différent. On n'était pas, je ne suis pas sûr qu'il ait pu imaginer l'importance des flux migratoires qui arriveraient un siècle et demi plus tard, quoi. Oui. Peut-être on peut dire la même chose pour Marx. C'est-à-dire aussi quand dans la première internationale, il était très contre, en fait, pour le protectionnisme et pour la protection des droits des travailleurs contre les jaunes, par exemple, les immigrés qui étaient utilisés par le capital. Bon, grande discussion, on va la fermer ici, malheureusement. Mais en tout cas, à creuser, évidemment. Question 11. Quels scientifiques sont les plus compétents pour traiter du clivage gauche-droite selon vous? Alors, dans l'ordre, les philosophes, si on peut parler de scientifiques dans ce cas-là, les politologues également, les historiens, les psychologues ou les sociologues, par ordre d'importance, on va dire, ou de pertinence de leur discours sur le clivage. Ça, c'est difficile parce que tous trouvent, grâce à mes yeux, à des titres différents. Bon, mais ouais, en fait, et puis en même temps, moi-même, j'ai répondu un peu peut-être à tous ces titres-là, peut-être à l'exception du titre de psychologue. Ben, les philosophes, qui sont peut-être ceux qui me sont le plus proches, vont examiner la cohérence des doctrines, c'est-à-dire, sont des dialecticiens. Ils vont se dire, est-ce que ces idées se tiennent? Est-ce qu'elles correspondent à un esprit de système? Les politologues, ils vont voir les choses, disons, à un moment donné aussi dans les rapports aussi de pouvoir, de stratégie, de rapport de force. Les historiens, alors là, c'est très intéressant parce que c'est les seuls peut-être qui auront une vision, diachronique et non pas synchronique, c'est-à-dire, et Dieu sait que c'est important dans la courte histoire des rapports entre la gauche et la droite, parce que aussi courte soit-elle à l'échelle de l'humanité, elle est très riche, variée et diverse. Vous avez vu que je me suis référé plusieurs fois à la Révolution française et au 19e siècle. C'était précisément pour expliquer que le sens du clivage avait évolué. Donc c'est vrai que si on ne prend pas en compte l'histoire, on a de la peine à le comprendre. Voilà, parce que la plupart des gens, quand on leur dit justement, ah bah vous voyez, l'ancienne droite, la première droite était beaucoup plus anticléricale que la gauche, ils tombent des nues. Et en même temps, si on reste bloqué sur l'histoire et qu'on s'accroche comme des fétiches à ces vieux signifiants, eh bien, on ne voit pas que le monde a évolué et du coup, on est incapable d'avoir ce rapport dialectique, alors que la sagesse de l'historien, c'est de comprendre la dialectique du temps. Donc, les psychologues, alors on a peu évoqué ça et c'est peut-être une science qui est en cours de développement pour parler du fait politique, mais c'est extrêmement intéressant parce que je pense qu'effectivement, il y a des psychés, des caractères, des tempéraments, notamment chez les jeunes gens, c'est là où ça va se manifester le plus spontanément peut-être et de manière le moins cérébrale. Donc, on est plutôt spontanément vers la gauche et vers la droite. Et là, ça ne va pas être lié justement à des doctrines économiques ou politiques, mais ça va être lié, par exemple, au rapport
à l'ordre ou à la liberté, enfin des choses comme ça, mais qui sont vraiment un petit peu de l'ordre de… et ça c'est pas l'aspect le plus sérieux de la chose, mais on est en démocratie, donc les gens, les citoyens s'engagent librement pour les idées qu'ils veulent, et il est important de prendre en compte cette grille de lecture psychologique. Et les grilles de lecture sociologique, alors qui pour moi, en tant qu'un peu, je dirais un peu que marxien, avec beaucoup de guillemets, est très importante. J'en reviens. On peut avoir de grandes envolées sur les idées. On en revient quand même assez rapidement aux logiques de classe. Alors la politique ne se résume pas à des intérêts matériels. L'idéal existe, hein, ça je n'en disconviens pas, à gauche comme à droite. Néanmoins, les rapports de classe nous font quand même déterminer nos choix en fonction de nos intérêts économiques, quoi. Donc ça, c'est… voilà, j'ai pas envie d'être trop réducteur en disant ça, parce que c'est beaucoup plus que ça. La communauté de destin, il y a des choses, je crois en des choses qui dépassent le matérialisme, mais les sociologues n'ont pas tort de dire, écoutez un discours, regardez qui parle, examinez son compte en banque, ses propriétés, souvent quand même ça coïncide. Ouais. Oui, exact. Question 12. Quelle est la valeur principale visée par le clivage gauche-droite? Le bien, la vérité, le juste, le pouvoir ou le civisme? Alors, étant donné que ce clivage n'a plus aucune pertinence aujourd'hui, le but visé ne peut être que le pouvoir. Ça, c'est cynique, hein, mais c'est comme ça. Je pense qu'on maintient artificiellement un clivage par paresse, par conservatisme et par défense de divers privilèges, et on maintient cette partitocratie parce que chacun veut devancer l'autre pour arriver au pouvoir, quand bien même c'est un peu les têtes d'une même hydre et que les différences ne sont pas non plus… voilà. Alors, évidemment, certains vont répondre le civisme, parce que ceux qui me trouveraient trop critiques vont dire oui, mais être un bon citoyen, et ça c'est quelque chose en Suisse qui est très important dans notre éducation, dans notre instruction, être un bon citoyen, c'est participer, c'est aller voter, donc vote à gauche, vote à droite, mais c'est mieux que de s'abstenir. Les anarchistes sont vus comme des mauvais citoyens, mais là de nouveau, c'est un argument conservateur en disant on devrait se contenter de ce qu'on nous propose et au moins participer, parce que ce serait une question de fair play. C'est pas comme ça que moi j'ai un rapport plus athénien au civisme. Et quant aux trois premières réponses, le bien, la vérité, le juste, ça c'est ce que visent idéalement les partis, avec des gens sans doute sincères, d'autres qui le sont beaucoup moins, évidemment. Bon, la vérité, c'est un peu problématique, parce que la vérité, c'est une notion qui est liée à la connaissance. Les politiciens ne visent pas à découvrir une vérité, ils visent à faire un choix, à prendre des options et à appliquer des mesures. Donc le bien et le juste, ça a plus de sens. C'est-à-dire, chacun dit on va prendre les rênes du pays pour faire ce qui nous paraît être bien. Et ce bien, ça peut être l'indépendance nationale, ça peut être la justice sociale, ça peut être l'équilibre, ça peut être le calme, ça peut être n'importe quoi. Le juste aussi, alors ça je pense que c'est une belle idée importante qui est partagée autant à gauche comme à droite. On va essayer de viser une certaine équité, une certaine justice, c'est-à-dire quelque chose que la population puisse accepter comme étant légitime. Le juste est lié à la légitimité. Donc oui, la vérité pose problème parce que de toute façon, non seulement toute politique est propagandiste, donc nie la vérité, mais de toute façon, la vérité n'est pas le sujet de la politique. Si ce n'est peut-être dans un certain discours libéral qui va nous dire qu'il n'y a pas deux manières de gérer un État, que gérer un État, c'est gérer un budget. Le budget, c'est le panier de la ménagère. Donc, optimiser les dépenses, en gros, il suffit de maîtriser la comptabilité. Alors, si la gestion d'un budget, si la gestion du politique se limite à un budget et relève des mathématiques, alors oui, il y a des vérités mathématiques. Mais là, je pense que c'est dangereux parce que c'est une vision gestionnaire à court terme et en réalité, avec un budget donné, il est possible, selon qu'on soit de gauche ou de droite, selon qu'on soit socialiste ou libéral, selon qu'on soit patriote ou mondialiste, d'attribuer l'argent de manière complètement différente. Et là, du coup, il n'est pas question de vérité, mais de choix idéologique, donc de rapport au bien et de rapport au juste. Donc la vérité, on l'exclut. Mais étant donné que vous me posez une question sur le clivage gauche-droite à une époque où celui-ci n'a plus aucune pertinence, eh bien, je choisis l'avant-dernière réponse. Le but visé par ces gens-là, c'est le pouvoir. Oui. Question 13. Vous considérez-vous vous-même, David Lépée, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre gauche, de centre droit, ou cela ne regarde que moi?
Non, cela ne regarde pas que moi, parce que sinon j'en ferai pas étalage dans la mesure où oui, après, moi, je comprends très bien les gens qui disent le secret de l'isoloir, c'est ça, l'état de droit moderne, contrairement à la démocratie suisse ancienne où on votait, comme disait Rousseau, on votait sous un chêne, au vu et au su de tous, c'est un bel idéal. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'il s'exerce tellement de pression que déjà à l'intérieur des couples, quand les femmes ont eu le droit de vote en Suisse, c'était un bon progrès, c'est arrivé tard, c'est arrivé par la légitimité démocratique d'ailleurs, puisque les hommes ont voté pour ça. Mais le problème, c'est, on sait bien, surtout que parmi l'ancienne génération, la première qui en a bénéficié, les plus âgés, souvent la femme très dépolitisée avait tendance à voter comme son mari. Donc le fait qu'elle puisse bénéficier du vote à bulletin secret, c'est une bonne chose. C'est une meilleure chose encore, dans les villages où on votait à bulletin à main levée, il y a des patrons et des employés. Donc, est-ce que les employés n'ont pas tendance à voter comme les patrons ou alors à vouloir voter autrement que si on leur maintient le secret? Donc, ça, je respecte ça. Moi, mon cas est différent parce qu'en tant que citoyen, je tiens au secret aussi, mais disons, comme je suis quelqu'un qui s'exprime et qui écrit sur le politique, j'ai absolument pas de problème à me définir. Comme je vous l'ai dit, comme je ne crois plus au clivage gauche-droite, donc je vais éliminer toutes les options. Je peux vous dire que j'ai beaucoup fréquenté l'extrême gauche et que j'en viens, donc j'ai aucune honte avec ça, que j'ai également côtoyé, alors je dirais sans y adhérer, mais disons l'extrême droite est un milieu que je connais bien, j'y ai des contacts et même des amis, je peux le dire, sans partager. Donc, c'est pas forcément un goût pour les extrêmes, c'est que de part et d'autre, j'ai rencontré des gens assez droits dans leurs bottes, assez cohérents, peu propices aux compromissions. J'ai des amis partout, hein, cela dit, mais j'en ai un peu moins au centre quand même. Mais je m'associerai pas à eux non plus, c'est-à-dire que voilà, moi je me considère comme socialiste, je me considère comme souverainiste, comme patriote, comme écologiste et comme démocrate au sens très suisse de la démocratie, enfin très athénien de la démocratie directe. Je peux vous donner des adjectifs pour me qualifier politiquement, mais certainement pas le long de cet axe, de ce spectre. Ouais. Question 14, avant-dernière question de la première partie. La relation entre gauche et extrême gauche, ou bien la relation entre droite et extrême droite, est selon vous une relation de genre à espèce, de simple à double, de chat à chien, ou une relation indéterminée? Ah, de chat à chien, c'est très drôle, c'est très surréaliste. Est-ce que c'est une expression que je connais pas ou c'est vraiment il y a quelque chose à comprendre ou... Ah, comme chat et chien, oui, ennemi quoi. Oui, des ennemis en fait qui se Oui, alors supportent pas en fait. Je cherchais trop loin, d'accord. Moi je pensais, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Alors, il y a un côté simple à double, dans la mesure où parfois la gauche ou la droite sont la radicalisation des postures initiales. Peut-être plus à gauche qu'à droite d'ailleurs, parce que finalement, oui, la gauche part d'un programme social de base et la gauche est plus radicalement socialiste. Donc oui, ça marche. À droite, sur le plan économique, ça marche moins, parce que souvent, plus on va à l'extrême droite et moins on est libéral. Enfin, pas toujours. Hein. Donc ouais, non, donc ça, c'est pas systématique, ça joue pas. Genre à espèce. Non, c'est pareil. Ça voudrait dire que, disons, on voit. Moi, j'aime pas du tout l'expression "les extrêmes se rejoignent" parce que c'est une expression infamante, dans le but de décrédibiliser une extrême par une autre. D'ailleurs, c'est souvent les communistes qui sont visés quand on dit ça. On dit ah bah oui, je sais pas, en 2005, contre le traité constitutionnel européen, on disait à l'extrême gauche, regardez, vous votez comme Le Pen, donc les extrêmes se rejoignent. Moi, je veux bien discuter de l'idée si elle n'est pas utilisée uniquement à des fins de calomnie, parce que je ne supporte pas, justement, c'est comme ça pour dire, j'ai pas de problème à ce que pour ça l'extrême droite est utilisée souvent à ce titre-là, j'ai pas de problème à ce qu'on parle sérieusement d'extrême droite, à ce que des gens me disent sérieusement que j'étais extrême droite. J'ai plus un problème quand ces étiquettes sont attribuées dans des buts pour en faire des épouvantails, parce que là, je me dis, bon, alors on peut plus discuter des idées, puisque c'est tabou. Donc, mais il n'empêche que sur bien des points, les extrêmes se rejoignent, ce qui prouve bien que il n'y a pas de rapport de genre à espèce, parce que sinon, sinon ces gens-là finalement se rallieraient tantôt à gauche, tantôt à droite. Ils le font parfois, hein, mais ils le font dans les moments où ils sont le moins inspirés. Voilà, c'est vrai qu'on attend toujours un deuxième tour. Je sais pas, Le Pen-Mélenchon, ça peut arriver, hein, franchement, ça peut arriver. Si ça arrivait, ça démontrerait qu'il n'y a pas une relation de genre à espèce. Oui. Mais qu'il y a, par exemple, un rapport au peuple, au populisme, comment dire, une hégémonie au sens gramscien des classes populaires.
Et c'est d'ailleurs ce que j'appelle de mes voeux, quoi. Pas forcément par les candidats que je viens de citer, mais disons par une expression politique quelle qu'elle soit. Donc oui, de chat à chien parce qu'ils se font la guerre, ça c'est vrai. Je dirais qu'elle est indéterminée parce que comme ce clivage de toute façon est incohérent d'un bout à l'autre, si le rapport gauche-droite est incohérent, le rapport entre droite et extrême droite, ou entre gauche et extrême droite, gauche est tout aussi incohérent. Donc par défaut, je dirais indéterminé, parce que tout ça est beaucoup trop nébuleux pour être plus précis. Oui, c'est vrai que vous avez cité le cas Mélenchon-Le Pen. C'est vrai que le fameux barrage républicain qui marche en France encore, mais alors qui était très proche de ne plus marcher du tout aux présidentielles dernières, puisque Mélenchon a failli passer quand même assez proche, a été assez proche de passer au second tour. Par contre, on a l'impression que ce barrage républicain a carrément en fait euh, a cassé en fait lors des législatives, puisqu'il y a plus ou moins fait une majorité, enfin un groupe NUPES, le fameux groupe de gauche, qui a fait une entrée forte en fait dans l'Assemblée, et surtout les 82 députés du RN qui montrent qu'il y aurait plus ou moins en fait, une avancée populiste entre guillemets, dans le sens neutre du terme, à l'Assemblée, ce qui n'était jamais arrivé avant. Mais paradoxalement, c'est la rançon du succès de Mélenchon, parce que ce qui était formidable, alors moi vraiment j'ai de moins en moins de sympathie pour Mélenchon, parce que c'est un type qui n'a pas de face, qui n'a pas de colonne vertébrale, je veux dire, qui joue la carte du populisme quand il y a des élections, puis qui ensuite cède à tous les indigénismes et tous les gauchismes possibles, mais il a réussi, pas les dernières élections présidentielles, c'est l'avant, mais ensuite les suivantes ont confirmé, à écraser le PS d'une manière qui était quand même assez jouissive, il faut le dire. Mais en écrasant le PS, il les a un peu récupérés, forcément, parce qu'il fallait bien que l'électorat de gauche se trouve un nouveau candidat. Donc évidemment, quand vous êtes plus ou moins un type de gauche radicale, un peu socialisante, et que vous ramâchez tout l'électorat historique du PS orphelin, ça va pas vous tirer vers la révolution. Et voilà ce qui est arrivé, quoi. Si les Insoumis deviennent le parti de gauche par référence, alors c'est une victoire en termes de quantité, mais qualitativement, ça correspond aussi à un embourgeoisement nécessairement. Oui. Parce que vous n'êtes plus la gauche de quelque chose, vous n'êtes plus l'extrême gauche de quelque chose, vous êtes l'axe de gauche par défaut. Et c'est en train de devenir comme ça. Oui, une mouvance. Ouais. Et la dernière question donc, de la première partie, alors quelle est selon vous la meilleure représentation que l'on puisse se faire de l'espace politique, à défaut, on va dire? Alors la ligne continue, ce serait plus ou moins en fait, l'espace unidimensionnel avec une ligne qui va de gauche à droite de manière linéaire. Le fer à cheval qui a été défendu par le philosophe Jean-Pierre Faye il y a une trentaine d'années, qui montre un rapprochement entre les extrêmes et un éloignement respectif du centre. Le jeu d'échecs, aucune représentation en particulier ne serait meilleure qu'une autre, ou alors cela dépend surtout avant tout du contexte historique. Bon, alors, il y a des choses assez intelligentes là-dedans. Le seul truc complètement bête, c'est la 1. Non, c'est pas une ligne continue, ça c'est clair. Le fer à cheval, en fait, je connaissais pas cette image, mais c'est vrai que c'est très simpliste, mais c'est pas mal l'idée du fer à cheval. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un retour finalement avec un certain parallélisme. Disons, c'est trop simpliste, mais c'est plus malin que la ligne continue. Pas bête. Le jeu d'échecs, c'est la réponse facile parce que ça veut dire qu'il y a tellement de règles, de complexité que tout est possible. Le jeu d'échecs, ça veut dire un peu, tout est possible ou aucune en particulier. Donc ça, c'est vrai que c'est facile. Puis, moi je dirais le jeu d'échecs parce que c'est la politique électoraliste et tactique. Aucune en particulier, c'est aussi vrai parce que je ne crois pas à la pertinence de ce clivage, c'est au moins la 20e fois que je le répète. Et la dernière, cela dépend du contexte historique. Alors là, ça nous permet de répondre avec plus d'exactitude parce que quand je dénie la pertinence de ce clivage, je ne la dénie pas de toute éternité, je la dénie ici et maintenant. Et peut-être ça va revenir, ça m'étonnerait, mais peut-être ça va revenir, peut-être que dans d'autres pays, coins du monde, c'est le cas. À la fin du 18e, au début, pendant tout le 19e et même au début du 20e, ça signifiait quelque chose. Ça signifiait quelque chose. Par exemple, je pense que dans cette période-là, j'aurais plutôt été de gauche. Peut-être, c'est difficile à dire, ça dépend des périodes, mais disons, je pense qu'au 19e, j'aurais plutôt été de gauche. Aujourd'hui, plus. Donc, ça dépend du contexte historique. Oui, ça c'est vrai. Sauf que notre contexte historique actuel se caractérise par le fait, non pas que les définitions ont évolué, mais qu'elles ont perdu leur sens. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais au 19e siècle, être de droite ou être de gauche, qu'on soit d'accord ou pas, ça avait une cohérence interne. Et ce qui fait qu'entre eux, il y avait un antagonisme tout à fait cohérent. Aujourd'hui,
l'antagonisme principal, il n'est pas entre la gauche et la droite, il est à l'intérieur, respectivement, de la gauche et de la droite, ce qui fait qu'il m'est impossible de faire un choix entre des options qui sont insatisfaisantes. Après, comme me disent certains amis, c'est peut-être mon côté très un peu philosophe, c'est-à-dire que je suis très tolérant, je suis prêt à écouter toutes les idées, mais je ne supporte pas la contradiction, je ne supporte pas un corps. J'ai l'impression qu'une contradiction, elle est faite pour être résolue. Et quand d'un coup on se trouve avec un point de doctrine qui ne joue pas, il faut faire un choix. Ou dénouer ou alors transcender, comme on dit chez Hegel, essayer de surpasser ça. Ce n'est pas ce que font les politiques et ça me dérange beaucoup parce que je ne peux pas me satisfaire d'un programme avec lequel je suis à moitié d'accord, tout en me rendant compte que l'autre moitié est complètement en contradiction avec les objectifs que je vise. Donc voilà, le fer à cheval, j'aime bien, mais c'est un peu simpliste. Donc on va dire les trois dernières.